Alors c'est ça qui est intéressant, et là j'appuie au tout début dans ta réponse, Nicolas, tu m'as dit que tu voulais cette fois-ci proposer un roman avec des personnages beaucoup plus profonds, Ouais. plus d'épaisseur. C'est le cas parce que même l'histoire, la relation avec ce petit garçon, elle est assez tendre, assez touchante. Cette femme froide qui au fur et à mesure, justement, la glace va se briser et on va découvrir une belle personne. Tout ça, c'est bien bossé. Comment, du coup, tu as travaillé tes personnages? Je pense que j'ai eu des enfants déjà, et puis c'est vrai que j'entretiens avec mes filles une relation très très proche, on est super proches. Je suis pas du tout du genre à me dire c'est un tel qui s'en occupe. Moi j'aime beaucoup discuter avec elle, et elle me pose beaucoup de questions aussi, et des questions souvent très profondes et qui me déstabilisent. Et c'est vrai que ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Et le petit garçon, donc Simon dans l'histoire, il pose des questions aussi qui vont déstabiliser Christopher. Et moi j'avais envie de ça, j'avais envie de cette relation d'un père qui aime infiniment son enfant, son neveu, et qui ne sait pas parfois s'il doit lui dire la vérité dans les réponses. Quand ce petit garçon sait que ses parents sont morts et qui demande à Christopher où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Christopher, lui, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en tout ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'il va dire à cet enfant qui est tout jeune? Ça, c'est des questions que je me pose, et j'aimais bien les poser dans l'histoire. Donc ça fait écho à ça. Et puis après, voilà, on veut tomber amoureux de ces personnages. Pareil, Sarah, moi j'avais envie de... J'aurais aimé que ça soit une flic comme ça, si un jour j'ai un souci, qui s'occupe de mon affaire. Ça, c'est intéressant. Bah ouais, mais ouais. Et puis Christopher, oui, bah, il y a peut-être un peu de ma manière de vivre les choses aussi, ouais. Alors, l'enquête, c'est à tambour battant, c'est speed, ça bouge bien, il y a l'idée du page turner, ça on est d'accord. Ouais. Et ça voyage. Ouais, ça voyage, mais alors, une fois encore, ce qui est important, c'est que je me suis pas dit comment on fait le page turner, comment on fait voyager les gens. Sincèrement, ça s'est fait de façon très amusante, c'est que déjà, ça commence en Norvège, on m'a dit, oui, tu veux surfer sur la vague des polars scandinaves et tout. Et en fait, pas du tout. Ça a été le hasard de l'enquête que j'ai moi menée pour écrire le livre. C'est-à-dire que quand j'ai voulu chercher des réponses sur l'esprit humain et sur beaucoup de choses qui nous concernent tous et des questionnements, je me suis dit, il y a des gens qui sont peut-être allés chercher ces réponses dans ce projet MK Ultra qui a vraiment eu lieu aux États-Unis dans les années 70, où il y a beaucoup d'expériences faites sur des personnes non consentantes par la CIA et le FBI pour soi-disant explorer le cerveau à coups de drogue, de torture et tout. C'est absolument ignoble. Mais parmi ces gens-là, je me suis dit, il y en a peut-être qui sont allés chercher autre chose que juste l'utilisation des hommes comme une arme. Et je me suis dit, bah, où est-ce qu'ils auraient pu faire leurs expériences tranquillement? Et il se trouve que beaucoup des expériences étaient financées par une Ford Foundation, c'est une société écran de la CIA qui donnait de l'argent, et elle avait des liens avec Gstaad en Norvège. Mais sincèrement, c'est-à-dire que tu retrouves des vieux documents avec des tampons de professeurs qui disent, oui, j'ai travaillé avec la Ford Foundation et ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Norvège. C'est juste comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on déroule le fil, et puis on se rend compte que les États-Unis ont des bases militaires qui sont situées sur une petite île dont personne n'a jamais pratiquement entendu parler, juste à côté de Sainte-Hélène, où il y a eu des tas d'essais pour l'exploration de Mars, mais aussi pas que ça. Là-bas, c'était un endroit idéal pour faire ces expériences. Donc voilà comment on voyage en fait. Et pourquoi ça se termine peut-être dans une mine aussi du Minnesota, je peux pas vous le dire, mais il y a une raison scientifique à ça. C'est l'histoire qui nous mène un peu partout. Ouais, vraiment, ça s'est passé comme ça, sincèrement. Alors, il y a un thème quand même abordé, je vais l'aborder comme c'est écrit sur la 4e de couverture, parce que je vais être prudent, je ne vais pas tout dévoiler, mais tu avais donc envie de parler de la vie après la mort. Oui, et c'est marrant parce qu'une fois il y a une personne qui dit « Ah oui, ça intéresse personne, ça. » Bon, je crois que ça intéressait. C'est étonnant, moi. Oui, non, mais on est d'accord, mais voilà, bon, il y a des choses comme ça qui sont plus ou moins obsédantes chez les gens. Je pense qu'on y pense tous sans y penser. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on a tous dans le cerveau un petit truc, une espèce de petit clapet qui fait qu'on a cette question partout, tout le temps, mais que le clapet est fermé pour qu'on évite d'y penser. Il se trouve qu'on a parfois la malchance de vivre des situations, et que j'ai pu vivre, mais ça va beaucoup mieux maintenant, où cette question se pose et s'impose à nous, et on ne pense qu'à ça. Et on regarde les gens autour de nous, on se dit comment ils font pour penser à autre chose.
Et donc dans ces moments-là, on se dit, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse, je vais devenir fou si je continue à y penser. Donc ça fait partie des questionnements qui m'ont été imposés à un moment de ma vie. Et je me suis dit un jour, et si on pouvait envisager de trouver une réponse à ça via la science? Je ne dis pas qu'on y arrive, mais dans le livre, je propose une réponse, parce que j'aime que dans les livres on pose une grande question, mais qu'à la fin il y a une grande réponse. Donc il n'y aura pas de et tout ça c'est au fond de vous, il faut que vous cherchiez vous-même. Ça non, ça y aura une vraie réponse. Après on l'apprend pas. Voilà. Et pour vous donner un indice, il y a une phrase qui a guidé l'énergie du livre. C'est une phrase qui dit « Nous ne sommes pas d'hier ni d'aujourd'hui, nous sommes d'un âge immense ». C'est Jung qui dit ça, et je trouve qu'elle donne une vraie piste d'exploration. Alors la dernière question que je vais te poser sur le cri, elle concerne les lecteurs. Les lecteurs, ils ont beaucoup de choix qui s'offrent à eux, il y a beaucoup de livres. Pourquoi ils devraient lire le tien? Ils peuvent lire les autres, au contraire, ça fait plaisir. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Moi, j'y ai mis tout ce que je rêverais d'avoir dans un bouquin. Et j'ai mis tout le soin que je voulais, et j'ai mis tout le désir que je voulais. C'est-à-dire que écrire, c'est une partie d'échec avec soi-même, c'est-à-dire que je me mets toujours à la place du lecteur, et tant que je ne désire pas lire ce que je viens d'écrire, je ne lis pas. Et je ne continue pas à écrire. Donc c'est un livre de désir, et c'est aussi un livre qui parle de, je pense, une question, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on a tous en tête, et qui va normalement remuer les gens, et à un moment dans leur vie, il va faire pause, et il va se dire, c'est vrai, quand je regarde autour de moi, quand je me regarde, quand je regarde les gens, c'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans nos têtes, et qu'on n'y pense pas. Et pourtant, on le transporte avec nous toute la journée, et tous les jours. Nicolas Beuglet, un grand merci. Ouais. Le Cri, c'est en librairie, et moi je suis trop content de te revoir en librairie 4 ans, 5 ans après, peu importe, c'est que des chiffres, des fois il vaut mieux attendre et que ça soit aussi bon que c'est le cas. Un grand merci. Merci beaucoup.